donc là, on va parler plutôt compétences. On a vu ce matin donc, que l'IA est un catalyseur de croissance pour les entreprises. Bon, bah, si l'IA est un catalyseur de croissance, comment on accompagne les entreprises dans la montée en compétences et la formation de leurs collaborateurs? Donc, avec moi, j'ai à mes côtés Flavien Charvet. Flavien, tu es auteur, conférencier, poète, même on m'a dit. Tu as écrit notamment plusieurs livres comme Hyper Arm et Hyper Prompt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, rapidement? Et ben, je suis surtout un geek. Je suis tombé dans la tech tout petit. J'ai commencé à faire mes armes dans l'IA il y a une douzaine d'années. Et dès le début, j'ai essayé d'associer la dimension technologique avec les humanités, avec notamment la dimension philosophique, anthropologique. Et puis, j'ai eu une carrière d'entrepreneur, j'ai monté plusieurs sociétés. Donc après, ça m'a permis d'exploiter ça plutôt au niveau business, des cas d'usage, les mains dans le cambouis. Donc j'essaye d'avoir une approche un peu transdisciplinaire de l'intelligence artificielle. Vincent, on ne te présente plus. Tu es vice-président d'Axel, mais aussi dirigeant du MBA spécialisé dans le digital. Parle-nous rapidement de ton parcours, comment tu en es arrivé là? J'ai eu des super parents. Avant d'être à l'ESAP il y a 10 ans, donc pour ce MBA, 45 étudiants il y a 10 ans, 450 cette année, donc une croissance non négligeable. J'ai créé il y a 28 ans, l'âge de ma fille, le premier MBA à Léonard de Vinci sur l'e-commerce. Je vois les anciens élèves, ça ne me rajeunit pas. J'ai même eu cette année une candidate pour mon MBA qui m'a dit, mais en fait, je viens, comment tu m'as connu? Je lui demandais. Elle me dit, ben, par relation. Ah bon, quelle relation? Ma mère. C'est ton ancienne étudiante il y a 26 ans. Voilà. Et avant ça, j'ai un parcours d'entrepreneur, aux belles années du net, un job board dans le domaine des RH. Et puis j'ai vécu 2001, le premier éclatement de la bulle. J'ai ensuite pris la direction d'une start-up de la Caisse de dépôt. Et puis j'ai créé ma propre agence, qui est devenue une agence qui s'appelait Grenade & Sparks, que j'ai co-dirigée pendant 15 ans. Merci. Et depuis 10 ans, je me consacre à la formation et à la jeunesse. Et donc tu vas nous parler des futurs professionnels. Des futurs professionnels, mais en fait des professionnels, puisque 90% de mes cohortes d'étudiants sont des apprentis. Donc c'est pas des stagiaires, ils sont déjà professionnels. C'est un contrat de travail, même s'ils sont en apprentissage, c'est un nouveau monde à la frontière entre le monde estudiantin et professionnel. Merci beaucoup Vincent. Enfin, Laure, merci d'avoir accepté notre invitation à venir ce matin. Donc tu as cofondé Catalyst AI. Vous formez des gens dans les entreprises sur les questions d'IA. Et tu as avant dirigé Etalab. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ton parcours? Bonjour à toutes et tous, et je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je suis tombée dans la tech aussi, dans le numérique, la data et l'IA il y a 25 ans maintenant, donc ça fait un petit moment. D'abord, en fait, plutôt dans le domaine des médias, des télécoms et des services financiers. Là, j'ai travaillé pour une banque qui se disait, mais tiens, on a toutes ces datas, toutes ces données sur les clients, est-ce qu'on peut se diversifier, se transformer avec, créer des nouveaux produits? C'est ce qui m'a amené vers la data. Et ensuite, je voulais aller dans une start-up, donc là, on était en 2012, et j'ai atterri dans l'administration française. Et je suis devenue l'équivalent de Chief Data IA Officer dans les services du Premier ministre, donc à Etalab, où je me suis occupée de moderniser le service public, donc le service rendu aux usagers et la manière dont il a été construit avec le numérique, la data et l'IA. Donc j'étais plutôt à déployer des projets, des solutions qui utilisaient l'IA, mais donc après ça, c'était quand même une mission passionnante. Je me suis consacrée effectivement à la formation et notamment à la formation à l'adoption responsable de l'IA. Donc c'est comme ça que j'ai cofondé Catalyst AI Academy, avec en fait la conviction qu'il manquait souvent justement quand les stratégies de déploiement IA étaient menées en centrale et un peu en top-down, ce dernier mètre pour favoriser effectivement la prise en main très concrète à partir de cas d'usage métier de l'IA, et l'IA générative permettait de faire ça beaucoup plus vite qu'avant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fondé cet organisme de formation qui a 1 an maintenant et qui fait vraiment de la formation notamment par métier par métier, l'IA pour les RH, la communication, etc. Merci beaucoup. On pourra revenir à la fois sur la partie rôle de l'État dans l'accompagnement des entreprises et sur la formation, bien sûr. Mais juste avant de parler compétences et formation, Flavien, je voulais commencer avec toi. Tu identifies 2 familles d'IA qui ont des effets très concrets sur la façon dont les humains travaillent. Est-ce que tu pourrais nous les présenter?
Alors, je pense que tu veux parler de la distinction entre des assistants IA et des agents IA, qui ne sont pas vraiment deux types d'IA, mais qui sont deux façons d'utiliser l'IA, on va dire. La première, c'est ce qu'on a avec l'arrivée de ChatGPT, hein, des systèmes d'IA avec lesquels on discute, ils nous fournissent une réponse, bon, très bien, c'est ce qu'on appelle des assistants. Ça augmente la réflexion humaine et là, la question de la formation, ça va être celle d'avoir un peu d'esprit critique par rapport à ce que nous renvoient ces outils et puis de savoir les utiliser dans son quotidien. L'enjeu est évidemment présent, mais l'enjeu économique qu'il y a derrière est relativement modeste. La vraie grosse révolution, on va dire, de l'IA, c'est celle des agents IA. Ce qu'on appelle un agent IA, donc c'est un logiciel qui va orchestrer plusieurs autres systèmes d'IA et autres outils. Donc si on veut une métaphore, quand la révolution industrielle est arrivée, on avait les machines-outils qui automatisaient un geste physique, mais c'est pas ça qui a produit la révolution industrielle, c'est beaucoup plus la chaîne de production qui orchestre entre elles toutes les machines-outils. L'agent, c'est la chaîne de production cognitive qui va orchestrer tous les outils et les autres systèmes d'IA entre eux pour non pas augmenter une réflexion, mais automatiser un processus complet. Donc la révolution des agents, c'est une taylorisation du cognitif, c'est vraiment une question d'automatisation. Et donc là, il faut sortir complètement de la bien-pensance, hein, on est dans une question de remplacement. L'objectif n'est pas d'augmenter l'humain, puisque c'est de le faire sortir de la boucle. Plus on le laisse dans la boucle, plus on a de goulets d'étranglement. Donc les agents qui ont vraiment commencé leur évolution mature depuis novembre 2025, avec l'arrivée d'Opus 4.5, qui est le premier système d'IA qui a une vraie capacité de planification et donc qui orchestre efficacement un processus complet, est en train de complètement exploser et change tout le discours qu'on peut avoir sur l'IA. On a devant nous un potentiel très profond d'automatisation et donc il va se poser la question d'une autre économie, tout comme quand la révolution industrielle est arrivée, ça a amené une toute nouvelle économie. Donc voilà un peu comment je les différencie et voilà, je pense que le débat est un tout petit peu trop polarisé sur les assistants IA qui nous occupent depuis 3 ans et pas assez conscient de ce qui est en train de se passer sur les agents IA et sur leur capacité drastique d'automatisation. Alors, ça ne change pas le fait qu'il y a un changement de compétences, mais c'est un changement de compétences beaucoup plus fort que juste apprendre à utiliser l'outil et avoir un peu d'esprit critique. Vincent, je passe à toi. Toi qui es au contact avec des étudiants, très concrètement, comment on forme des étudiants avec l'IA ou comment on les forme à devenir des professionnels qui savent utiliser ces outils? Alors, donc on existe depuis 10 ans, et il y a 10 ans, on avait déjà un cours sur l'IA. Les étudiants venaient, il y avait un cours, hein, puis ils venaient en disant c'est quoi, ce professeur Tournesol. Et avec l'équipe, en effet, merci Richard de nous rappeler, en 2016, on a vu AlphaGo mettre une claque de créativité aux champions du monde de Go, et non pas une claque d'intelligence. Et quand on est à l'EFAP, dans un groupe d'école sur les industries créatives, on se dit « Oh, ça va changer ». Et arrive ChatGPT. Et là, mes camarades, collègues de belles institutions que je ne citerai pas, interdisent l'IA. Donc on se pose une demi-seconde avec l'équipe et nous on dit « Nous, on va le rendre obligatoire ». Tous les rendus estudiantaux, que ce soit infographie, mémoire, article, etc., vous devez travailler avec l'IA. Mais on ne peut pas avoir que cette posture. On leur demande une note méthodologique sur comment vous avez bossé avec l'IA. Quel outil, payant, gratuit, et surtout quel biais, quelle hallucination. Et quand on a, pendant l'année, en tant qu'étudiant, généré 20, 30 notes méthodologiques de transparence, on est capable de faire acte de pédagogie et d'accompagner les entreprises, et pas de faire vite fait, bien fait, comme les 3/4 des étudiants. Donc, il fallait aussi les former. On a déployé 4, 5, 6 ateliers sur l'ensemble de l'année. On est allé chercher une éminence grise, tiens, il est là, Flavien, pour se dire comment on va penser l'art du prompt, l'art de parler à la machine et enseigner. Donc, merci Flavien, sans ton ouvrage Hyperprompt, sans ses premiers signaux il y a 3 ans, on n'aurait pas déployé tout ça. Et puis, c'est allé encore plus loin pour tout le groupe, puisque on a déployé un module d'e-learning pour 5000 étudiants. Il y a 15 écoles sur les industries créatives, de la décoration intérieure à la BD au cinéma, où on forme 5000 étudiants en e-learning à l'art du prompt. Je peux vous dire qu'il y a eu débat. Ah oui, mais non, les premières années, on ne veut pas, il faut qu'ils apprennent des compétences métiers. Et je me suis permis de dire, attendez les gars, de toute façon, les étudiants, ils l'utilisent pour tout, y compris pour comment je gère ma petite amie et mon petit ami. Hein. L'intimité de la relation estudiantine avec ChatGPT est dingue.
Donc là, c'était une posture citoyenne. On a dit, à un moment, comme il l'utilise, autant qu'il l'utilise bien, avec les bonnes alertes, le bon esprit critique, et on a obtenu un taux de 73% de satisfaction en e-learning, c'est du jamais vu. La population estudiantine, hein. L'e-learning, c'est pas sa tasse de thé, c'est très très rare d'être à 73%. Et enfin, on a lancé des hackathons, pas beaucoup de temps, de la pression pour devenir un diamant, c'est comme ça qu'un diamant devient, passe du charbon au diamant, hein, c'est la pression, donc on déploie des hackathons. Et on a lancé notamment un hackathon IA et automatisation avec Eric France. Cette année, partenariat avec Manus, l'IA singapourienne rachetée par Meta, 1,2 milliard, 1,5 milliard, je crois. Et dites-vous bien, on est dans une école de communication. Quand on voit les étudiants organisés en compète et livrer des prototypes d'automatisation, on change de dimension. On aurait vu ça il y a des années dans les écoles de tech. Et ce qu'ils ne savent pas faire, c'est comprendre que leur prompt, leur art d'entraîner une IA, c'est du patrimoine qui se vend. Et en fait, ils ne savent pas le mettre en avant, parce que tout ça est complètement nouveau. Donc même pour nous, c'est un changement de posture. Et puis je reparlerai après d'un autre hackathon autour des intelligences. Merci Vincent, j'en profite pour saluer quelques étudiants qui sont dans la salle et qui nous ont accompagnés pour travailler sur la communication. J'allais le faire en conclusion. Désolé, c'est coupé. Laura, je me tourne vers toi. Côté entreprise, on peut les applaudir, ça. Laurent, je me tourne vers toi. Côté entreprise, comment s'exprime ce besoin de formation? Et est-ce que, à ton effet, tu vois si tous les secteurs sont concernés? Voilà. Alors, votre étude, dont les résultats sont Merci, pas dire le révélés... contraire. Pardon? Pas le contraire de ce que l'étude a dit. Non, absolument, justement. J'y viens. Effectivement, il y a quand même une prise de conscience forte des entreprises dans le besoin de se former. Effectivement, et après voilà, il faut que cette formation elle se décline et elle s'ancre très concrètement justement dans la pratique des collaborateurs, dans leur réalité justement métier. Mais donc déjà, enfin, je pense que tous les secteurs, quasiment tous, ou vraiment il y a très peu de secteurs et de filières qui ne seront pas directement impactés et exposés à l'IA. La petite anecdote qui a mené aussi à la création de Catalyst AI Academy, c'est que donc ma cofondatrice, Élise Mazirel, elle dirigeait les écoles de cuisine d'Alain Lucas. Et donc elle formait des chefs, futurs chefs cuisiniers. Et en fait, c'est là aussi qu'elle s'est dit, mais tous les métiers, y compris des métiers en apparence très éloignés de la tech, vont être potentiellement impactés par l'IA. Un chef en cuisine, c'est un métier hyper dur, hyper exigeant, mais on leur demande aussi d'être entrepreneur, de recruter des gens, de gérer un compte de résultats, de comparer les devis. Et en fait, tout ça, ce sont des cas d'usage potentiels où l'IA peut venir les augmenter, les aider, les remplacer en partie. Voilà. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit, il y a vraiment besoin de sensibiliser en fait toutes les filières et tous les métiers à ce que l'IA peut venir améliorer ou faciliter dans leur pratique quotidienne. Donc vraiment, je pense qu'il y a assez peu de secteurs qui sont pas directement concernés. Ensuite, la formation. Moi, je vois effectivement différents âges et volets qui sont repris également aussi dans votre étude. Donc ça tombe bien. Les constats du terrain sont très convergents. Il y a vraiment quand même ce premier volet d'acculturation et je mettrais d'IA pour tous, au sens où il faut quand même comprendre à peu près de quoi on parle parce qu'il y a des vocabulaires différents. C'est quoi un assistant, c'est quoi un agent? Nous, on baigne dedans, mais c'est quand même pas clair pour un certain nombre de personnes encore. Donc, comprendre comment fonctionne aussi l'IA générative, ce que ça fait bien, ce que ça fait moins bien, où est-ce qu'il faut exercer de la vigilance, de l'esprit critique. Donc ça, c'est un premier socle. Et puis, effectivement, tous les cas d'usage transverses dans le quotidien, la productivité, les comptes rendus de réunion, les présentations, les slides, etc. Donc ça, c'est un premier socle. Ce que je vois et ce que nous, on fait, c'est le cœur de notre offre pour l'instant chez Catalyst Academy, c'est vraiment la formation à l'adoption par métier. Vraiment, comment on se dit, voilà, à nouveau, dans la communication, dans les ressources humaines, dans la finance, quels sont les cas d'usage qu'on a et on fait former par des pairs du métier. Donc des gens qui viennent du terrain, qui ont intégré l'IA à leur pratique professionnelle, qui connaissent les enjeux spécifiques, les outils qui sont pertinents, les bons cas d'usage. Et ça, c'est assez puissant et c'est vraiment le cœur de ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis effectivement,
l'étape d'après, c'est former à des automatisations, savoir effectivement travailler avec l'IA agentique, même s'il y a encore énormément de flou aussi dans ce qu'on appelle un agent, comment effectivement au-delà de ce qu'on peut mettre en place soi-même, ça peut fonctionner à l'échelle. Mais c'est vraiment ce troisième socle-là de formation que nous, on a commencé aussi à intégrer à notre offre. Et je reviendrai derrière sur effectivement ce que ça vient toucher en termes de compétences et d'organisation. Et une petite question sur le niveau de prise de conscience des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en contact avec un client, c'est eux qui ressentent le besoin d'être formés, ou est-ce qu'il faut vraiment encore aller évangéliser et montrer qu'il y a un enjeu à former ces équipes à l'IA? C'est vraiment assez variable là aussi d'un secteur à l'autre. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a quand même quelques personnes qui ont compris le besoin de formation. Ça peut être dans les directions générales ou dans les équipes métiers ou dans des équipes très opérationnelles. Donc ça, vraiment, il n'y a pas de... tout est possible. Et effectivement, nos formations très ancrées dans la pratique, ça crée un déclic. Et c'est ça, c'est aussi pour moi, pour ça que moi, je travaille dans la formation et je me donne cette mission, c'est que je me dis en faisant ça, on implique aussi vraiment tous les collaborateurs à prendre conscience de ce que l'IA va venir percuter dans leur pratique professionnelle, à l'échelle individuelle, à l'échelle de leur équipe, à l'échelle de leur organisation. Et ça les fait aussi participer au débat qui, je pense, est vraiment un sujet beaucoup plus large que le sujet de la croissance économique, qui est où est-ce qu'on veut mettre de l'IA et avec quel modèle de société, parce que ça vient toucher aussi à plein de choses dans non seulement la croissance, mais aussi notre modèle social. Donc c'est aussi une manière de faire réfléchir les collaborateurs à leur employabilité future et à comment leur organisation va se transformer. Merci beaucoup. Et si on rentre vraiment sur les compétences, l'UNESCO et l'OCDE ont tendance à s'accorder sur un socle de 4 C qui permettent de définir les compétences clés à l'ère de l'IA. Flavien, vous avez travaillé sur ce sujet. C'est quoi ces 4 C? Et est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça permet correctement de décrire les compétences nécessaires? Alors, ça me permet de rajouter un petit élément de mes casquettes qui légitime ma présence ici, c'est que j'ai cofondé une école à Lyon qui s'appelle IRIG. Donc au-delà de travailler sur les intelligences numériques, il y a aussi les intelligences biologiques qui m'intéressent. Et en fait, dès le début de cette école, qui a aujourd'hui bientôt 8 ans, on s'est concentré en effet sur ces 4 compétences clés qui ont été définies par l'UNESCO et l'ONU, donc la créativité, la collaboration, l'esprit critique, c'est le C de critical thinking en anglais, c'est pour ça qu'on parle des 4 C, et la communication, je crois que j'ai oublié. Donc en effet, on a mis ça au cœur de la formation à IRIG, et en fait, la vague de l'IA n'avait pas commencé, et quand elle a commencé, c'est devenu encore plus critique. C'est clair que quand on prend les 4 compétences qui sont là, c'est des compétences très humaines, très relationnelles, qui sont celles qui sont les moins impactées par l'arrivée de l'IA, voire même qui sont encore plus valorisées. Nous, on a rajouté un C, c'est le courage, parce que bon, ces 4 compétences-là, on a l'habitude d'en parler en tant que compétences, on sait un peu les évaluer, on sait les enseigner. Par contre, le courage, on le traite rarement comme une compétence, et c'est même un mot un peu désuet, on parle plus beaucoup de courage. Et on est face à une période de multicrise, moi je préfère parler de multitransition, mais n'empêche que ça va être brutal, et ça l'est déjà. On va vivre un monde de transformation extrêmement forte, et dans ces moments-là, le courage, ça revient, vous savez, cette espèce de sens de la noblesse de cœur, c'est quelque chose presque chevaleresque, quand le besoin de héros. Pas au sens du super-héros qui tout seul bat la société, mais ou dépasse la société, mais le héros au sens de celui qui fait pour les autres. Et c'est des choses qu'on n'enseigne plus du tout. Et donc on s'est posé la question de comment enseigner le courage, comment faire en sorte que nos étudiants, ça soit pas juste des super performeurs dans une société numérique, mais ça soit des gens qui aient un courage humain, un courage de cœur, pour essayer en effet de choisir les chemins où l'IA est implantée, mais aussi d'oser transformer très fortement les modèles. Pour des jeunes, certes, on le sent, il y a un désespoir face à l'IA parce que tout d'un coup, ce qu'on leur a appris pendant 3 ou 4 ans, ils arrivent sur le marché du travail, c'est déjà désuet. Aïe, ça fait mal, c'est vrai. Donc il leur faut un courage déjà pour transpercer cette espèce de barrière.
mais c'est aussi un moment d'opportunité complètement dingue parce que quand on a ne serait-ce qu'une génération de plus, bah, tous les modèles qu'on a appris, ils sont balayés. Donc en fait, eux, ils vont construire aussi ces nouveaux modèles de société et il faut qu'ils aient le courage de refuser ce qui existe, de refuser ce qu'on leur a enseigné, de refuser les enseignements des plus anciens. Il y en a qui sont justes, mais il y en a qui sont non justes dans un monde comme ça. Donc ils ont besoin de ce courage pour se rebeller et recréer. Donc voilà, on a essayé de leur enseigner le courage, et pour enseigner le courage, il n'y a pas d'autre voie qu'une certaine brutalité. Je dis bien une certaine brutalité, c'est évidemment pas une brutalité physique, mais on ne peut pas enseigner le courage sans faire en sorte que nos étudiants se plantent sévère, aient mal et s'en relèvent. Et en faisant ça plusieurs fois, on se rend compte qu'en fait, ça fait pas si mal et qu'on s'en relève plus fort, et donc on s'habitue à oser. Donc en effet, on a une pédagogie très originale parce qu'elle est organisée pour qu'ils se plantent sévère et que ça leur fasse mal. Mais pour que ça soit fait dans un contexte qui leur permette de se relever. Donc voilà, je pense que dans la dimension très humaine que porte cette transformation de l'IA, on a besoin de réinvestir cette notion de courage très fortement. Du courage et d'audace, finalement, il n'y a pas grand-chose de neuf là-dedans. Il n'y a pas grand-chose de neuf, non, c'est des valeurs qui sont millénaires évidemment, mais comme beaucoup d'autres, c'est juste que on n'en parle plus beaucoup. Pareil, au niveau politique, je pense qu'on a besoin, puisqu'on est dans un haut lieu politique, on a besoin de courage politique. Et on n'en entend pas beaucoup du courage politique dans la bouche de nos élus et sur la scène politique actuelle. Je suis désolé, mais on a besoin de l'audace ou le courage, peu importe le mot qu'on met, mais d'oser prendre les sujets qui sont mal. De regarder là où ça fait mal, et c'est là qu'il y a des choses intéressantes à construire. C'est pas là où c'est lisse. Là où c'est lisse dans une société qui change, c'est une course dans le mur. Merci pour cet éclairage. Je sors volontairement de son contexte, mais Laure, l'autre jour, tu m'as dit 1 + 1 = 3. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu as parlé de compétences étendues. C'est quoi finalement cette relation entre des gens et des outils d'IA qu'ils maîtrisent? Alors oui, la question des compétences, elle est très vaste, et justement l'interaction entre l'humain et la machine, c'est un vaste sujet, hein, c'est philosophique. Et juste pour rebondir quand même sur cette notion de courage, il y a aussi le courage d'aller contre les recommandations de la machine. Enfin, l'IA, c'est aussi des biais d'automatisation où en fait on va avoir tendance, c'est documenté par la recherche, on dit c'est une aide à la décision dans un certain nombre de cas, sauf que la recherche prouve qu'on a tendance finalement à aller dans le sens de ce que la machine recommande. Donc ça fait aussi partie de ce courage à l'échelle individuelle d'aller contre effectivement quelque chose qui devient de plus en plus présent et présenté comme une aide, mais en fait voilà, il y a aussi à cette échelle-là d'autres qualités, aptitudes sensibles humaines très fortes à développer. Moi, ce que je vois, ce que je perçois en tout cas en l'état actuel de l'utilisation de l'IA, il y a la maîtrise de l'IA, je la vois quand même à plusieurs endroits. C'est dans les étapes, donc il faut quand même comprendre un minimum à nouveau comment ça fonctionne pour savoir l'utiliser de manière éclairée et se méfier des endroits où il y a des risques de fiabilité, d'erreurs. C'est un premier socle. Le deuxième, c'est de savoir dans un écosystème où ça va très très vite, il y a une profusion d'outils, c'est vertigineux. En fait, on se dit mais alors là, il y a tel modèle qui vient de sortir, il y a telle solution, comment je fais? Donc c'est à la fois savoir bien interroger l'IA, faire un prompting qui est efficace, et en fonction de l'objectif et de la tâche qu'on veut accomplir, se dire ok, pour ça je vais plutôt utiliser telle solution, et voilà comment je vais concevoir de bout en bout ma démarche en concevant comment je vais utiliser l'IA, comment je vais bien l'interroger et comment ça va se construire. C'est la deuxième étape. Et la troisième, c'est comment aussi à l'échelle de sa pratique professionnelle, où est-ce qu'on met de l'IA? Est-ce qu'à quel moment, en fait, dans ce qu'on va faire, dans sa pratique métier, on va mettre de l'IA? Soit on fait un premier jet avec l'IA et puis derrière on va le critiquer, soit à l'inverse, il y a plein de moments possibles où on peut mettre de l'IA pour savoir comment ça va réellement nous augmenter. L'autre jour, je vais animer un atelier, donc il y avait de la facilitation, il fallait que je prenne des notes, il fallait que je relance, il fallait que je fasse une synthèse, et voilà, pour moi c'est quand même beaucoup de choses à gérer en même temps. Je me suis dit, je vais faire un premier jet à l'IA,
ce sera écrit et puis je vais pouvoir justement me concentrer sur la facilitation en ayant vraiment cette capacité à ne pas prendre pour argent comptant ce que l'IA m'a proposé. Voilà, ça c'est aussi parce que j'ai une pratique métier dans ce domaine-là que je connais bien et je sais comment l'IA va venir réellement m'augmenter. La question, elle est effectivement pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément encore cette expérience du métier, où est-ce qu'ils mettent l'IA, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment trois grands pans de compétences. Le premier, c'est quand même acquérir la compétence métier. C'est vraiment un premier socle. Alors c'est la compétence métier avec l'IA, comme effectivement on l'apprend aujourd'hui dans les écoles. Le deuxième socle de compétences que je vois, c'est cette maîtrise de l'IA, les compétences propres à l'IA, justement, comment je comprends comment ça fonctionne, comment j'interagis avec des agents, c'est quoi la responsabilité, l'éthique, etc., etc. Et le troisième, c'est effectivement toutes les soft skills qui vont des aptitudes managériales. Enfin, moi, j'ai entendu un manager me dire, j'ai rattrapé encore la semaine dernière quelqu'un dans mon équipe, c'était dans le domaine créatif, qui était prête à démissionner parce qu'elle se disait, je n'y arrive pas, en fait, je vais être remplacée par l'IA, je rends mon tablier. Et donc, voilà, la manager, elle m'a dit, j'ai dû la rattraper. Donc ça, ce sont aussi des nouvelles compétences managériales qu'il va falloir développer. Donc, voilà, tout le troisième pan, c'est l'esprit critique, apprendre à apprendre. Voilà, je pense qu'il y a vraiment ces trois grands blocs qu'il va falloir repenser complètement. Sur des plus jeunes professionnels, on lisait hier dans Le Monde des témoignages de gens qui disaient « j'ai l'impression d'avoir raté ma vie à un an près parce que justement, Fabien, tu rappelais tout à l'heure le calendrier, qu'en fait, là, il se passe quand même tellement de choses que pour les jeunes professionnels, c'est très compliqué. » Vincent, tu vois, toi, tu as mis en place un hackathon des intelligences. En quoi c'est une réponse justement à accompagner des jeunes professionnels dans leur montée en compétences? Alors, je vous ai décrit tout ce qu'on avait déployé, et puis on s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation, on reprend le terme, du niveau d'excellence de nos étudiants dans les rendus. Évidemment, l'IA, c'est le combo parfait de l'économie de la flemme. Je veux une glace, je veux une copine, Uber Eats, Tinder, hop là, je veux un devoir, ChatGPT. Feu Jean-Michel Billot, un de mes mentors présents à l'Axel, rappelait que ce qui motive l'être humain avant tout, c'est la fainéantise. C'est lever les contraintes de temps et les obstacles. Et pour l'étudiant, l'IA, vite fait, bien fait. Et on s'est retrouvé avec des espèces de gloubi-boulga, middleware, tous les mêmes, sans pertinence. Que faire? L'idée du hackathon des intelligences. 3 jours, 3 salles, 3 cas d'entreprise. Qu'est-ce à dire? D'abord, les 3 cas d'entreprise, ils sont là. On avait Orange qui lançait un téléphone portable safe pour les enfants en Espagne. On avait l'incroyable BD dont Flavien est co-auteur, Hello, qui est une BD sur l'IA en open source, où vous avez tous les prompts de la BD pour continuer à faire vivre la BD. Et puis, on avait un sujet qu'on avait décidé nous-mêmes, qui était de dire comment un LLM peut aider un lycéen en philosophie en terminale. Donc ça, c'est le cas que les étudiants des traités. Mais dans 3 salles différentes. La salle des intelligences dites naturelles. Là, ils avaient une caisse en plastique où ils devaient poser leur téléphone portable et leur ordinateur. Déjà, vous auriez vu leur tête, ça piquait. Et puis, ils se sont retrouvés avec des polycopiers, des paperboards, des post-it, des livres. Je vous raconterai leur réaction. Deuxième salle, la salle de l'intelligence dite assistée. Tu as le droit au web, alors ça demandait une vraie rigueur individuelle, tu as le droit au web, à Wikipédia, à Google, mais pas à l'IA. C'est une étudiante qui m'a dit « Ah, le web de Madaron !» Et déjà, hein, ça va très vite, les générations. Et puis la troisième salle, la salle des intelligences augmentées, IA obligatoire, full IA. Et ils sont tous passés dans les 3 salles. Et ils pensaient qu'ils allaient être évalués sur les résolutions des cas. Mais en fait, le 3e jour, on leur a dit, attendez, vous avez à nouveau une demi-journée pour plancher vous-même sur ce que vous avez vécu. Et en 25 ans d'expérience pédagogique, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu des sourires et des mines épanouies des étudiants après cette expérience. On peut retenir 3 choses sur ces 3 salles. La salle de l'intelligence naturelle. Que nous ont-ils dit? On a parlé entre nous. On s'est mis en mouvement. On dirait Socrate qui, pour penser, marchait.
Et ils ont évidemment prononcé le mot intelligence collective. Ça, c'est ce qu'ils retiennent. Mais il y a un étudiant qui m'a dit, donc il présente, il me dit, dis donc, ça c'était dans le livre. Il me dit, ah, le livre, je croyais que c'était un piège. Vous voyez, le rapport, on peut en rire, hein, ou pas. Ça veut dire qu'il y a un rapport au livre qui va être compliqué. La deuxième salle, l'intelligence assistée, le Google, là, il découvre quoi? Oh non, il y a déjà des biais dans le référencement naturel. Il y a déjà une IA dans les résultats Google, et c'est déjà des biais. Ah, puis alors, il faut lire la data, et il faut la trier. Mais on était quand même ensemble. Et puis, sur l'intelligence augmentée, ils ont fait des choses d'un point de vue pro nickel, mais ils m'ont tous dit, on est resté chacun dans notre coin. À peine on se parlait. On a également eu un cas où il y avait un mapping de positionnement. Les axes étaient d'une pertinence incroyable, mais le bon sens voulait qu'un des acteurs positionnés, c'était en bas à gauche, et eux l'avaient mis en haut à droite. Donc on se regarde avec le jury, puis on dit, les gars, c'est pas en haut à droite Ah, c'est ce qu'on se disait, mais l'IA nous a dit non. Voilà, c'est en effet aller contre la machine. Donc c'est une expérience qu'on va continuer chaque année parce que il y a en conclusion une étudiante qui sur LinkedIn a publié un PDF de 7 pages qui s'appelle le guide des intelligences et qui se dit à toutes les étapes quelle intelligence je dois déployer entre la mienne, la collective, l'automatisée et je lui ai mis 19 parce que je garde son PDF précieusement à travers cette expérience. Et en conclusion, j'ai quand même une étudiante qui m'a dit, Vincent, ça fait 3 ans qu'on n'a pas utilisé notre cerveau. Ah, ils le disent eux-mêmes. 3 ans, hein. C'est pas un petit phénomène, et tout ça arrive dans vos entreprises. Merci Vincent pour ton témoignage. Ça vient, toi qui écris encore des livres en 2026 et qui forme aussi des étudiants, comment tu réagis à ce que propose Vincent à l'ESAP? Moi, je suis assez fan de ce que fait Vincent, de toute façon, donc je plus sois. Et en plus, là, j'ai participé à cette expérience en fournissant un des sujets, pour lequel j'ai envie que ça aille plus loin, d'ailleurs. Non, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça montre qu'on se trompe aussi beaucoup de combats quand on essaye de lutter sur le terrain de la performance avec les systèmes d'IA. On veut toujours se faire croire que l'humain a un truc en plus, qu'on est meilleur à ceci, meilleur à cela, que nous, on garde la créativité, on garde ceci, enfin, voilà. Et je crois qu'il n'y a rien de magique chez l'être humain. Donc oui, on est en train de créer des intelligences artificielles, et comme on crée un marteau pour qu'il tape plus fort que nous, on crée des IA pour qu'elles soient plus intelligentes que nous, et elles vont l'être dans à peu près tous les domaines. Donc si on lutte sur la performance face à la machine, on a déjà perdu. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Vincent, c'est que quand on n'était que sur la performance, ok, avec des IA, on arrive à des trucs incroyables, et c'est là qu'il y a la meilleure qualité. Et donc, oui, bon, les IA sont meilleures que les étudiants pour produire les rendus au niveau professionnel. Et elles vont tellement s'améliorer qu'elles vont devenir meilleures qu'à peu près n'importe quel professionnel. Mais là où les étudiants ont pris du plaisir et ont fait parler leur humanité, c'est quand ils étaient en collectif. Donc ça montre que ce qui est différent chez l'être humain, c'est pas qu'on a un truc en plus, c'est qu'on a un truc en commun. On a un truc ensemble. On est tous êtres humains ensemble, et donc il y a quelque chose qui se passe dans le relationnel humain qui ne va pas se passer dans le relationnel avec la machine. Il peut y avoir un type de relationnel avec la machine, je suis très ouvert à cette idée, mais il va être différent de celui qu'on a avec des êtres humains. Donc je trouve qu'au lieu d'essayer de se battre sur la performance, où c'est un combat perdu d'avance, il faut qu'on réfléchisse énormément à faire évoluer nos organisations autour du collectif, autour de la dimension du collectif, et elle aussi, elle amène du courage en plus, donc c'est plutôt chouette. Et en fait, on a passé au moins 30 dernières années à mettre les humains tout seuls derrière des ordinateurs et à leur donner des bonus individuels. Donc on a un gros problème sur le modèle des organisations qui est extrêmement adapté pour qu'on remplace tout le monde par des IA. Merci Fabien pour ton témoignage. Et si on en vient aux entreprises, aujourd'hui les entreprises sont accompagnées ou du moins ont besoin de travailler avec l'ensemble des services de l'État. Je vois déjà on est à Bercy, je vois dans la salle les représentants de la French Tech, de la DGE, de France Num. Laure, tu as cette expérience de l'administration française. Où on en est en termes de formation IA au sein des différents services de l'État? Alors, vaste sujet. Et voilà, l'IA d'intérêt général, c'est une question assez complexe. Je reprends quelques secondes mon ancienne casquette qui effectivement était de améliorer le service public grâce à la data et à l'IA, et notamment le service aux entreprises.
il y a énormément d'opportunités pour que l'IA générative et même l'IA prédictive un peu à l'ancienne viennent améliorer le service rendu et notamment celui rendu aux entreprises. Il y a eu des grandes révolutions qui ont été faites dans le service aux usagers. Pour être moi-même la créatrice d'entreprise, je vois qu'il y a encore un certain nombre d'endroits où on peut simplifier les procédures, clarifier les circuits, les guichets à qui on s'adresse, etc. Et ça, déjà quand même clairement, il y a encore énormément de choses à faire, à mettre en place où l'IA peut venir remplacer des formulaires qui s'empilent, passer d'une administration qui traite du papier à une administration qui s'échange des données et qui simplifie la relation aux usagers. Donc ça, il y a un énorme travail à faire. À la fois dans où est-ce qu'on met de l'IA dans la production de ces services publics, mais aussi comment effectivement on accompagne les agents publics dans la prise en main de cette IA-là. Et donc ça passe effectivement par la formation. Enfin, il y a plein de questions sur quel est le socle technologique sur lequel l'IA dans le service public doit s'appuyer. Et ça, c'est un très vaste sujet auquel travaille la direction interministérielle du numérique notamment. Mais il y a aussi effectivement comment sur le terrain, jusqu'à des guichets, jusqu'à des maisons France Service, on facilite tout ça. Donc même chose, il faut former massivement les agents publics à ce que veut dire intégrer l'IA dans leur quotidien. Il faut là encore s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le rôle aussi de notre service public et le lien humain et le collectif, il est vraiment important. Et puis effectivement, là encore, les accompagner dans la prise en main de l'IA dans leur métier, que ce soit effectivement dans l'administration fiscale, dans l'accompagnement des entreprises, dans l'édiction de règles et le domaine juridique. Donc il y a des plans de formation qui sont mis en place. Chaque ministère maintenant est aussi en train de se lancer dans cette démarche. Il y a encore beaucoup à faire parce que c'est 5 millions d'agents publics, ça fait beaucoup de gens informés. Mais c'est en train de se mettre en place et il faut le faire parce qu'on ne peut pas avoir une administration qui décroche par rapport à tout ça. Voilà, mais la question à nouveau de où est-ce qu'on veut mettre de l'IA ou pas, elle est vraiment essentielle avant de se dire, enfin c'est pas de l'IA à tout prix non plus quoi. Cette conversation depuis le début, elle est irriguée par cette articulation entre intelligence humaine, intelligence biologique et intelligence artificielle. Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette crainte de remplacement par de l'intelligence artificielle du coup? Oui, c'est la question que beaucoup de parents qui mettent leurs enfants dans l'école nous posent très vite, et puis des futurs jeunes diplômés. Un rappel, l'IA n'est pas un outil d'optimisation professionnelle. C'est en train de changer la société. On a fait référence au baromètre IA et santé, mais je vous invite à lire bien avant l'attaque de Téhéran l'ouvrage de Flavien Hyperarme, parce que quand l'IA est une arme, c'est un débat citoyen. Quelle est l'urgence avant d'être remplacé? C'est déjà de se renseigner, de se mettre en veille, en curiosité citoyenne. C'est quoi une IA? Comment elle est construite? Qu'est-ce que la question de l'alignement? Pourquoi Anthropique a sorti un papier de recherche sur le bien-être de l'IA? Merci Flavien. Le bien-être de l'IA. Parce qu'à un moment, il y aura un débat citoyen, et si on dit « Ah, je ne savais pas », comment on peut être crédible pour entrer dans le débat? Donc là, premier enjeu, suivre les vulgarisateurs, les gens qui vous expliquent tout ça sur LinkedIn, sur les autres réseaux. Il y a vraiment 4-5 personnes françaises, mais internationales, de grande qualité. Ensuite, tout le monde dit, ok, si je sais être IA ready et que je maîtrise l'art du prompt, je ne serai pas remplacé. C'est le minima. Il y a quand même des enjeux, puisque je ne suis plus intelligent, l'intelligence n'est plus l'exclusivité humaine. C'est bien que le reflet dans notre miroir est un peu flou. Et plutôt que de grands remplacements, je parlais de déplacement du curseur. Et je fais référence à Howard Gardner au début des années 2000, aux intelligences multiples, qui vont plus loin que le QI. Elles sont nombreuses, j'ai pas le temps, mais je vais m'attarder sur 3. L'intelligence visuelle, la culture graphique, le contact avec la nature, la lecture, on le sait, dans la chaîne de l'apprentissage cognitif, il n'y a pas mieux que la lecture,
qui me permet d'être libre, de persévérer, de projeter. Lire, lire, lire. Mais pas des textes courts sur le scroll infini. Le rapport au temps long. Ça, c'est une humanité. Deuxième intelligence, au-delà de l'intellect, l'intelligence verbale. Ok, c'est l'IA qui fait mes slides, mais c'est moi qui parle. Est-ce que l'IA sait incarner l'émotion? Le silence stratégique que je viens de prendre? Bref, l'éloquence, faire du théâtre, faire du théâtre. Troisième intelligence, l'intelligence relationnelle. On l'a dit, intelligence collective. Le rapport à l'autre, que dis-je, l'apport à l'autre, va être un élément clé différenciateur. Comment je suis utile à l'autre? Pas qu'à mon chef, aussi à mon collègue, pour travailler de manière transversale. Et finalement, je vais revenir à un autre de mes mentors, qui lui aussi a fait ses recommandations à l'UNESCO. C'est la fatigue. Merci. Edgar Morin, qui, dans un de mes livres de chevet, Les 12 savoirs pour l'éducation du futur, les 12 savoirs, donc c'est les compétences, il met en avant la compétence de la gestion de l'incertitude, avec un article qu'il avait écrit pendant le Covid, Attends-toi à l'inattendu. Et notre responsabilité à nous enseignants, c'est d'entraîner les étudiants à cette incertitude. Donc l'urgence, c'est pas tant la maîtrise du prompt pour ne pas être remplacé. Je pense que ce sont les gens qui vont développer leur excellence humaine qui ne seront pas remplacés, versus ceux qui croient que leur expertise suffisait et que l'urgence aujourd'hui est de se transformer individuellement pour ne pas être remplacé. Et ça touche pas que les jeunes. Merci beaucoup Vincent, c'était le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été présents ce matin. Et c'est tout, tu vas dire. Merci. Oui, merci.